Bon, je vais vous faire un exposé de 40 minutes sur la question, un exposé un peu long et confus, parce que le sujet est compliqué. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des remarques, et puis ensuite on discutera plus largement. Donc, comme vous savez, la particularité de la France, c'est d'avoir un système de retraite particulièrement généreux, qui est entièrement par répartition et qui assure aux retraités un niveau de vie équivalent à celui des actifs. Donc, c'est un élément de solidarité entre générations. Le principe, c'est que chaque génération assure à la génération précédente une retraite satisfaisante, et en contrepartie, elle a droit à une retraite satisfaisante. Et bon, c'est un droit. Naturellement, comme les choses évoluent, il est normal que périodiquement on recalcule les paramètres, mais l'important, c'est d'être fidèle à deux principes. Les retraités doivent avoir à peu près le même niveau de vie que les actifs, et ensuite, il faut que l'âge de la retraite soit suffisamment bas pour que, d'une part, il n'y ait pas de chômage massif parmi les seniors, et d'autre part, que chacun puisse avoir une période de retraite en bonne santé. Donc le système verse actuellement 310 milliards, enfin à peu près 14% du PIB, à 16 millions de retraités. Et vous savez que la France et l'Europe se donnent comme objectif de baisser les dépenses publiques et sociales. Et naturellement, les retraites, qui représentent 14% du PIB, ben, c'est un sujet sur lequel il est question de faire des économies. Donc le niveau de vie des retraités actuellement est supérieur de 5% à celui de l'ensemble de la population, mais il faut savoir qu'en France, les pauvres, quand on regarde par classe d'âge, les pauvres, c'est les jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans, parce que les allocations familiales sont très faibles, on est très peu les 18-25 ans, et donc là, si on compare par exemple les retraités aux personnes de plus de 18 ans, à peu près aujourd'hui, le niveau de vie est le même, et les retraités ont un niveau de vie plus bas que celui des personnes occupées, d'environ 7% maintenant, compte tenu des réformes survenues les 2 dernières années. Donc, comme on l'a déjà dit, le niveau de vie relatif des retraités est relativement satisfaisant en France. On a un taux de pauvreté qui est de 8%, alors qu'il est par exemple de 19% au Royaume-Uni, 15% en Suède, 18% en Allemagne. On a un niveau de vie relatif des retraités qui est à peu près égal à 1, alors qu'il n'est que de 85% en Allemagne, de 80% en Suède, et on a un taux de remplacement de 70% qui nous place parmi les plus élevés d'Europe. Le taux de remplacement, qu'est-ce qu'on appelle ce qu'on appelle le taux de remplacement, il y a plusieurs définitions, et ici le taux de remplacement, c'est la première retraite comparée au dernier salaire, en net. C'est plusieurs définitions, mais c'est celle qui est tirée dans ce tableau. Donc comme vous savez, le système des retraites tel qu'il est, au début, ça a été fait aux années 45. À ce moment-là, l'idée, c'était d'avoir un régime pour tout le monde. Malheureusement, le régime tel qu'il a été mis en place en 45 n'était pas assez généreux. Donc, il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient des régimes plus généreux et qu'on dit, ben non, ça ne nous intéresse pas. Donc, ils ont conservé ce qu'on appelle les régimes spéciaux, RATP, etc. Et puis, les non-salariés, à l'époque, ont dit, ben, ça ne nous intéresse pas, la retraite, parce que nous, lorsqu'on atteindra un certain âge, on va vendre notre champ, notre boutique, on n'a pas besoin de retraite. Et donc à cette époque,
on a fait le régime général, qui était relativement peu généreux. On a conservé les régimes spéciaux. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que d'un côté, les cadres qui n'étaient pas couverts ont fait des régimes complémentaires qui petit à petit sont devenus l'AGIRC et qui sont devenus obligatoires. Les non-cadres ont fait des régimes complémentaires qui ont fusionné, qui ont fait l'ARCO et qui sont devenus obligatoires. Et les non-salariés ont créé leur caisse et en 1967, c'est devenu obligatoire avec l'opposition régime de base, régime complémentaire. Et c'est donc comme ça qu'on est arrivé avec un système qui a grosso modo un grand nombre de régimes, là on dit 42, le chiffre varie selon ce que l'on compte. En fait, il y a trois grands systèmes. Le système général du privé, où on a un régime de base et un régime complémentaire. Donc la CNAV, la GIRC-ARCO pour la plupart des gens du privé. On a la fonction publique et les régimes spéciaux, où la particularité, c'est qu'il n'y a pas de séparation régime de base, régimes spéciaux, et où on a une retraite qui dépend du dernier traitement indiciaire. Alors que pour le privé, on a ici un régime par annuité, et ici on a un régime par point. Et enfin, troisième particularité, les non-salariés se sont calés en quelque sorte sur les salariés avec la caisse des professions libérales ou le régime social des indépendants qui a à peu près les mêmes règles que la CNAV et puis des régimes complémentaires qu'on appelle autonomes parce qu'ils sont gérés par les professions. Ces régimes autonomes n'ont pas voulu fusionner. Et c'est pour ça qu'on a un régime pour les notaires, un régime pour les pharmaciens, un régime pour les médecins, un régime pour les architectes, un régime pour les vétérinaires, un régime pour les masseurs-kinésithérapeutes, et j'en oublie. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et enfin, on a le minimum vieillesse qui complète le tout. Quand on regarde la situation en 2019, donc là c'est des chiffres inventés parce que c'est des chiffres provisoires. Vous voyez le montant total des prestations, 336 milliards. Vous voyez les grands régimes, la CNAV, 130 milliards, la fonction publique, les collectivités locales, 80 milliards, la GIRC-ARCO, 80 milliards. Le reste, c'est relativement petit. Les régimes spéciaux, ce n'est que 16 milliards. Les non-salariés, c'est 8 milliards. En 2019, la CNAV et le Fonds de solidarité vieillesse qui distribue le minimum vieillesse et un certain nombre de prestations sont déficitaires, d'environ 3 milliards, mais globalement, le système est excédentaire, 3,5 milliards, si on regarde uniquement la retraite. Et puis, bon, on perd 4 milliards en raison de la mauvaise situation conjoncturelle, donc le système est excédentaire en 2019. Il y a un point qu'il faut savoir, parce que ça donne lieu à beaucoup de débats, c'est qu'actuellement, la sécurité sociale rembourse sa dette, et donc il y a une caisse pour le remboursement de la dette de la sécurité sociale, qui s'appelle la CADES, qui chaque année rembourse 16 milliards au marché financier. Et en 2024, on aura remboursé cette dette, ce qui veut dire que ces 16 milliards seront disponibles. Et donc ça fait partie du débat, puisque certains disent, ben, ces 16 milliards, il n'y a qu'à les récupérer pour la retraite, sachant qu'il faudra en donner une partie pour la dépendance. Mais bon, il y a cette marge. Donc la situation en 2019 n'est pas dramatique. Et pour la dramatiser, on regarde que les deux premières lignes en disant qu'il y a un déficit de 3 milliards. Oui, mais c'est uniquement les deux premières lignes. Le reste, c'est excédentaire. La GIRC-ARCO est excédentaire. Voilà. Donc, j'ai une question, excusez-moi. Sur le tableau, comment ça se fait qu'il n'y a rien dans les colonnes soldes par rapport aux régimes spéciaux, par exemple? Ah, ça c'est une bonne question.
Je ne sais pas. C'est une bonne question. Les régimes spéciaux et la fonction publique sont automatiquement équilibrés. C'est-à-dire que l'État verse une subvention d'équilibre pour ces régimes. Et donc, il n'y a pas de déficit à proprement parler. Pour la fonction publique, en particulier, il n'y a pas de caisse. L'État verse des retraites aux gens qui ont des droits, mais il n'y a pas de déficit puisqu'il n'y a pas de caisse. Et donc, il y a des soldes que pour les caisses qui sont autonomes, c'est-à-dire où effectivement il y a une possibilité d'excédent ou de déficit. Les caisses, toutes ces caisses-là, le régime de base, enfin la GIRC-ARCO, les non-salariés complémentaires, c'est géré par les partenaires sociaux qui, eux, peuvent avoir des excédents et des déficits qui ne sont pas automatiquement comblés par l'État. Oui, sachant que le régime spécial des IEG est encore un système à part, puisqu'on a une caisse maintenant depuis 2007. Et du coup, il y a 42, il faut savoir, il y a 42 régimes, chaque régime a ses petites particularités, l'IEG a ses particularités. Le corps il me semble qu'au début du mandat de Macron, il disait que les retraites, il n'y avait pas d'équilibre, le régime des retraites. Il n'y a pas Le régime des retraites est en équilibre en 2020, pour 2024, au début du mandat de Macron. Et maintenant, il a révisé. Enfin, ce que j'ai lu, c'est lui entendu, c'est que on peut en compte le fait que l'État réduirait la masse salariale du public. Là, vous mangez ce que je vais dire après. Ah non. Je vous coupe la parole. Bon, alors, je vous laisse continuer. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a... Donc, c'est bon de savoir si ce qu'on dit est... On va y arriver. On va y arriver. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un régime il y a des transferts de compensation, c'est-à-dire que les régimes qui sont jeunes, il y a beaucoup de jeunes et peu de retraités, versent des compensations aux régimes qui sont vieux, c'est-à-dire les régimes où il y a beaucoup de retraités et peu de cotisants. Le régime le plus vieux, c'est les mines, où il n'y a pratiquement plus aucun mineur, mais il reste des mineurs, il reste surtout des veuves de mineurs, et il n'y a pratiquement aucun cotisant, sauf les employés de la sécurité sociale mine. Et donc, au sens inverse, il y a des régimes qui sont très jeunes. La collectivité locale, c'est très jeune, parce que le nombre d'agents des collectivités locales a fortement augmenté. Et parmi les régimes jeunes, il y a les avocats, parce que le nombre d'avocats augmente de façon extrêmement importante. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui aussi, c'est que depuis 1993, il y a eu un certain nombre de réformes qui, à chaque fois, ont réduit la progression des retraites. Et depuis 1993, il n'y a plus de hausse de pouvoir d'achat des retraités en place. Donc les retraités, au mieux, ils ont leur retraite qui est indexée sur les prix, mais ils n'ont jamais de coup de pouce sur le niveau des retraites. Donc, sur les 11 dernières années, le retraité normal, il a subi des pertes de pouvoir d'achat, parce que la retraite ne suit pas toujours l'inflation. Il n'a jamais bénéficié de coup de pouce, de hausse de pouvoir d'achat. Par contre, si on regarde l'ensemble des retraités, la retraite moyenne a augmenté en pouvoir d'achat de 8,6%, parce que les retraités qui meurent ont une retraite plus faible que les jeunes retraités. Et donc, on a une hausse du niveau des retraites en pouvoir d'achat qui est compatible avec la baisse de la retraite de chaque retraité. Et donc, depuis ces réformes, il y a ce paradoxe que la retraite, en moyenne, a continué, grosso modo, à évoluer comme le revenu moyen. Donc il n'y a pas eu de dégradation jusqu'à présent du niveau des retraites, en grande partie grâce aux femmes, parce que les femmes qui arrivent maintenant à la retraite ont de plus en plus eu des carrières complètes, alors que les femmes qui décèdent,
c'est souvent des femmes qui ont eu qui avaient des retraites extrêmement faibles, et donc ça permet, il y a la retraite a continué à augmenter comme le revenu des actifs, surtout que le revenu des actifs, il a été frappé par la hausse du chômage et par la réduction de la progression des salaires. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas catastrophique. Ça, on ne va pas regarder. Hop. Donc, comme vous savez, on a 3 problèmes, si on peut dire. Le premier, c'est que de 2005 à 2035, le nombre de retraités par rapport aux actifs augmente parce que c'est les baby-boomers qui sont à la retraite. Ensuite, on a l'allongement de la durée de vie qui fait que le nombre de retraités par rapport aux actifs augmente, sachant que le phénomène est beaucoup plus faible en France que dans d'autres pays parce qu'on a toujours conservé un taux de fécondité satisfaisant. Et ensuite, il y a la question de l'emploi. On peut regarder là. Donc la particularité de la France, c'est qu'on a jusqu'à présent un taux d'emploi qui est satisfaisant pour les 55-60 ans, et alors que dans beaucoup de pays, on a reculé l'âge de départ à la retraite, on a en France, on a 30% seulement des 60-65 ans qui travaillent, alors que ça atteint beaucoup plus en Allemagne. Et donc, on a un taux de chômage des retraités qui a augmenté à 7%. Alors, il faut bien voir que un taux de chômage des 55-64 ans qui est monté à 7%. Il faut bien voir que le taux d'emploi des personnes d'un certain âge, ça peut représenter des situations très diverses. D'un côté, on a des gens qui sont contents de continuer à travailler, parce qu'ils ont des emplois satisfaisants, et puis de l'autre côté, on a dans certains pays des retraites qui sont extrêmement faibles, et du coup, même si vous avez 65 ans, 70 ans, vous êtes obligé de prendre des petits boulots, gardien de square, concierge, et c'est pas génial. Quand on dit, par exemple, le taux d'emploi des 65-70 ans, c'est 22% au Royaume-Uni, ça vient du fait que les retraités prennent des petits boulots, ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc, jusqu'à présent, donc, on va oublier la réforme. On a le corps qui fait des projections jusqu'à 2070. Qui fait des projections qui sont extrêmement contestables. Notamment, on fait l'hypothèse que la productivité du travail va augmenter de 1,3% par an, ce qui est énorme compte tenu des contraintes écologiques. Et surtout, on fait l'hypothèse que la situation la gestion des retraites va continuer jusqu'en 2070, c'est-à-dire que les retraites n'ont aucune hausse de pouvoir d'achat et que les salaires portés au compte continuent, comme aujourd'hui, à être indexés sur les prix et pas sur les salaires, ce qui veut dire que petit à petit, le niveau relatif des retraites va baisser. Dans cette projection du corps, alors, il faut savoir aussi qu'il est prévu que l'âge de la retraite, ouvrant le droit à la retraite, restera à 62 ans, et que la durée de cotisation requise pour avoir droit à une retraite à taux plein passera progressivement à 43 ans. Or, comme les jeunes, aujourd'hui, commencent à accumuler des points à 23 ans en moyenne, un petit calcul simple vous montre que 23 plus 43, ça fait 66, et donc il y aura de plus en plus de jeunes qui vont être obligés, enfin de jeunes qui seront devenus vieux, qui seront obligés de travailler jusqu'à 66 ans, indépendamment de la réforme. Donc, l'âge moyen de départ à la retraite passerait à 64 ans, et surtout, dans les projections,
il est prévu que le montant des retraites baisserait de façon fabuleuse, puisque les salaires augmenteraient grosso modo de 1,3% par an, mais que les retraites, elles, seraient fixes en pouvoir d'achat. Et donc on aura une baisse de l'ordre de 26% du nombre des retraités. Et vous voyez que quand on regarde la part des retraites dans le PIB, d'après les projections du corps, cette part baisserait parce que, grâce, si on peut dire, à la baisse du pouvoir d'achat des retraites par rapport au salaire. Et donc, si on regarde par exemple 2050, d'ici 2050, on aurait grosso modo une augmentation de 25% du nombre de retraités par rapport aux actifs, et donc on aurait une baisse de 20% du montant relatif des retraites. Donc ça avant avant la réforme, et vous voyez que le solde du régime de retraite, si on prend l'hypothèse à 1,3%, ben on aurait un petit déficit de l'ordre de 0,5% du PIB. Donc, à partir de là, il y a un discours qu'on entend des fois à la CFDT qui consiste à dire il n'y a aucun problème de financement des retraites puisque le déficit est faible. Et d'un autre côté, ça repose sur l'hypothèse qu'on accepte une baisse de 25% du niveau de vie des retraités. Évidemment, si on accepte une baisse du niveau de vie des retraités, il n'y a aucun problème de financement. Mais évidemment, c'est pas satisfaisant. Et vous voyez, bon, on va en rester là. Allez-y, je finis une phrase et vous avez la parole. Ce qui est important aussi, c'est les ressources du système. Or, actuellement, les ressources du système, c'est à peu près 14% du PIB, et ce qui figure dans les projections, c'est que petit à petit, les ressources du système vont baisser à 13% du PIB. Pourquoi ? Parce que dans les projections du corps, on fait l'hypothèse qu'il y aura de moins en moins de fonctionnaires, et que comme il y aura de moins en moins de fonctionnaires, les cotisations que verse l'État pour les fonctionnaires vont baisser. Et donc, c'est cette baisse des ressources du système qui explique que, malgré la baisse des retraites, il reste un petit déficit. Vous avez la parole. Cette baisse de 25% du montant des retraites, c'est en absolu ou c'est par rapport cette baisse, comme le dit tout à l'heure, c'est toujours par rapport au salaire. C'est toujours une baisse par rapport au salaire, une baisse du taux de remplacement. C'est pas forcément, c'est pas vraiment une baisse du pouvoir d'achat. C'est pas une baisse du pouvoir d'achat des retraites, c'est une baisse du pouvoir d'achat des retraites par rapport au salaire. Parce que la grande idée, qu'on ne remet pas en cause, c'est que ce qui est important, c'est le niveau de vie relatif des gens. On ne sait pas ce que sera en 2050 le niveau des salaires, mais ce qui est important, c'est que les retraites soient à peu près équivalentes au salaire et non pas qu'elles soient plus basses de 25%. Ce que disent les certains économistes, c'est que certes, on prévoit une baisse de la salariale fonctionnaire, et du coup, donc ça ferait moins d'argent pour payer les retraités, mais l'État globalement aura plus d'argent, il y aura moins de fonctionnaires, donc c'est pas, d'un point de vue global, c'est pas une baisse des revenus disponibles pour payer les retraites. C'est ce que j'ai entendu. N'écoutez pas. Il y aura, dans les projections du gouvernement, il y a l'idée qu'il y a trop de fonctionnaires, et donc on va baisser le nombre de fonctionnaires, et que ça va contribuer à l'objectif du gouvernement, baisser les dépenses publiques et baisser le déficit. Et donc,
une fois qu'on a dit ça, on dit qu'il y aura moins de fonctionnaires, donc il y aura moins de cotisations, donc ça crée un déficit au niveau du système de retraite. Bon, donc, comme vous savez, Macron est arrivé au pouvoir. Macron avait dit « je ne toucherai pas au niveau des pensions », mais il a augmenté la CSG sur les retraités, ce qui leur a fait perdre 1,8% de pouvoir d'achat. Et puis, les retraites ne sont pratiquement pas revalorisées depuis 3 ans, ce qui fait une perte de 4,2, c'est pas grave, ce qui fait une perte de 3,6% de pouvoir d'achat, ce qui veut dire que les retraites supérieures à 2 000 € ont perdu 5% de pouvoir d'achat grâce à Macron. C'est pas génial. Alors, effectivement, on peut dire, ah oui, mais c'est sympa parce que ça ne touche pas les petites retraites. Et en fait, c'est extrêmement dangereux. Parce que la retraite, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une prestation sociale, c'est un droit social. Donc les cadres moyens qui ont une retraite publique, ils ont droit à ce que cette retraite soit garantie et qu'on ne les baisse pas de 5%, surtout dans une situation où, comme on l'a vu, le système des retraites est équilibré. La fiabilité du système, ça consiste à dire c'est totalement arbitraire de baisser de 5% le niveau des retraites. Et ensuite, donc Macron, dans son programme, avait l'idée, on va mettre en place le régime notionnel qu'ont mis en place les Suédois. Et il a lu un mauvais livre qui s'appelle « Pour un système de retraite universel », écrit par Bozio et Thomas Piketty. J'ai oublié le prénom de Bozio, pas grave. Bozio et Piketty, dans lequel on disait, ben, c'est extrêmement simple, on peut mettre en place un système de retraite notionnel, c'est automatiquement équilibré, et ça garantit un niveau de retraite satisfaisant. Ce bouquin est un scandale pur, il est complètement faux, mais voilà, malheureusement Macron l'a lu, et ça lui a plu, parce que l'idée, le système qui s'équilibre automatiquement. Donc le principe d'un système de compte notionnel, c'est que vous cotisez, ces cotisations sont inscrites dans un grand livre, à votre nom, Monsieur Dupont, il a cotisé tant. Ces cotisations sont revalorisées chaque année comme le salaire moyen. Et quand vous prenez votre retraite, on dit, ben voilà, Madame Durand prend sa retraite, elle a 63 ans, elle est née en 1954, l'espérance de vie d'une personne née à 54 à 63 ans, ça lui reste 20 années à vivre, donc on prend le montant des cotisations, on divise par 20 et ça détermine le montant de sa retraite. Donc c'est le principe des comptes notionnels. Le principe des comptes notionnels, il n'y a aucune redistribution et chacun retrouve en quelque sorte les cotisations au moment de sa retraite. Alors comme vous voyez, alors il y a un petit truc qu'il faut bien voir, c'est que on prend l'espérance de vie donc à 63 ans, au moment où vous prenez votre retraite, de la cohorte, c'est-à-dire des gens qui sont nés en 54, on ne tient pas compte, heureusement, des différences suivant le sexe, et on ne tient pas compte, malheureusement, des différences suivant la carrière. C'est automatique, si on peut dire. J'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. Donc, voilà, c'est un truc qui a plu à Macron parce que c'est... Voilà. Ah non, mais l'autre point important, c'est que chaque fois que vous retardez le moment de départ à la retraite, ça augmente votre retraite de 7,5%. Automatiquement, il faut bien voir en tête, si vous partez à 60 ans par rapport à 62 ans, ben vous perdez 15%. Une année, c'est 7,5%. Pourquoi c'est 7,5%? Parce que si vous partez une année plus tard, ça veut dire que vous avez cotisé une année de plus. Donc,
si vous cotisez 40 ans, une de plus, c'est 2,5%. Et si vous partez une année plus tard, ça veut dire qu'on vous paye une année de retraite en moins, donc 5%, parce qu'en moyenne c'est 20%. Donc, naturellement, une année, c'est 7,5%. C'est pour ça que dans le système à points, automatiquement, il y a l'équivalent, il y a l'âge pivot. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, une année de plus, c'est toujours 7,5. Si une année de moins, c'est toujours 7,5. C'est inhérent au système. Et par ailleurs, dans le système, on ne tient pas compte des différences d'espérance de vie suivant la profession. Voilà, tout simplement parce que la profession, c'est pas un critère juridique. Peut-être que monsieur, il a une carrière très pénible, mais j'en sais rien au niveau si le système est parfaitement unifié, monsieur qui a une carrière très pénible, il a monté sur des pylônes, etc., il a subi du bruit, des trucs chimiques, j'en sais rien au niveau global par rapport à monsieur là-bas qui a passé son temps dans les bureaux, je le sais. Voilà. C'est le principe du système. Voilà, donc en juillet, en septembre 2017, on a récupéré M. Delevoye qui était au chômage et on lui a dit est-ce que vous pouvez faire une réforme des retraites basée sur l'idée géniale de Bozio et Piketty. Et donc M. Delevoye, il a fait en 2 ans ce projet, sachant qu'ensuite il a convoqué M. Martinez, de la CGT, il lui a présenté le projet, mais voilà, M. Martinez, il n'a rien eu à dire, ou M. Berger, parce qu'il n'a rien eu à dire, parce que le projet, il existait déjà. Le projet, c'est les comptes notionnels qu'on voit dans le bouquin en juillet 19. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est aperçu que ça clochait, des tas de petits problèmes. C'est pour ça qu'il y a une retouche de Édouard Philippe en décembre 2000, de Édouard Philippe en décembre 2019. Donc, l'idée, c'est qu'on fait un régime unifié qui s'équilibre automatiquement. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il n'y a plus aucun choix social. Une fois que je vous ai raconté l'histoire, il n'y a plus aucun choix social puisque le truc est automatique. Vous récupérez ce que vous avez touché. Voilà, il n'y a pas à discuter. À la limite, il n'y a pas à discuter des modalités. Et donc, bon, c'est le principe. 1 euro cotisé doit toujours donner les mêmes droits. Mais, d'une part, 1 euro cotisé doit toujours donner les mêmes droits. C'est sympa, mais si on ne tient pas compte des différences d'espérance de vie, en fait, ce n'est pas les mêmes droits. Et d'autre part, c'est contraire au principe de l'assurance sociale, parce que le principe de l'assurance sociale, jusqu'à présent, c'est que c'est redistributif. C'est-à-dire, on considère que les bas salaires doivent avoir une retraite supérieure en taux de remplacement que les hauts salaires. On considère qu'un certain nombre d'activités non cotisées, ben, ça doit donner des droits, par exemple d'avoir élevé des enfants. On considère qu'il faut tenir compte des périodes de maladie, etc. etc. Donc l'idée d'un système purement contributif, c'est contraire au principe de l'assurance sociale qui, en principe, elle est redistributive. Et puis, elle essaie de tenir compte de la pénibilité de la carrière, des possibilités de se maintenir en emploi. Et puis, le système actuel, notamment dans la fonction publique, il est rétributif, c'est-à-dire qu'on considère qu'on récompense la carrière et que la retraite, elle dépend du niveau que vous avez atteint et pas forcément de toute votre carrière. Là, c'est un point qu'on peut discuter, mais jusqu'à présent, l'idée dans la fonction publique et dans les régimes généraux, dans les régimes spéciaux, c'est que le montant de la retraite, ça dépend du niveau que vous avez atteint
et non pas de votre carrière. Si vous avez deux personnes qui tous les deux terminent leur carrière comme proviseurs, même s'il y en a un qui a commencé sa carrière comme directement, il a fait normal sup et directement il a été professeur agrégé très jeune, l'autre il a peut-être commencé comme instit, puis il a été certifié, etc. Il a progressé lentement. Actuellement, dans le système, on leur donne leur même retraite. Tandis que dans un système par points, on tient compte de l'ensemble de la carrière. Alors, savoir ce qui est plus juste ou pas, évidemment, ça se discute. À partir du moment où le système est rétributif, il n'est pas contributif. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des petits accidents de carrière. On ne tient pas compte, quand vous prenez votre retraite à 65 ans, ingénieur, on ne tient pas compte du fait qu'à 18 ans, vous avez fait quelques heures de babysitting. Voilà, le contributif, mais en contrepartie, on ne tient pas compte pour un grand nombre de personnes du fait qu'elles ont eu des périodes de chômage, etc. Le système, il est... voilà. Donc, voilà. Alors, on a eu... On a eu des critiques du système en disant le système, il y a plein d'injustices, etc. Mais il faut bien voir que le système français, c'est un des plus généreux du monde. Donc les injustices, c'est pas criant. Et souvent, c'est pas dû au système de retraite. Évidemment, ça se discute, mais par exemple, les femmes ont actuellement un niveau de retraite en droit direct inférieur de 30% à celui des hommes. Femmes qui prennent leur retraite, ça correspond au fait qu'actuellement, les femmes ont un niveau de salaire, tout compris, inférieur de 32% à celui des hommes. Le système de retraite ne corrige pas un certain nombre d'inégalités liées, au marché du travail. C'est pas grave. Donc vous voyez, dans l'idée du système, dans l'idée dans la réforme, on ne bouge pas les taux de cotisation. Et donc on maintient, grosso modo, la part des retraites à 14% du PIB. Ce qui veut dire que, grosso modo, on a obligatoirement les mêmes baisses de retraite qu'avant la réforme. Simplement, on le garantit. Donc dans le système tel qu'il est proposé, on dit il y a un âge pivot, 64 ans, et c'est à partir de cet âge pivot qu'on calcule la retraite. Si vous partez à 62 ans, vous perdez grosso modo 15% de votre retraite. Si vous partez à 66 ans, 15% de plus. C'est inhérent au système, à points. Et donc, le drame, si on peut dire, de la réforme, c'est que tout de suite, on fait apparaître cette baisse ce report de l'âge de la retraite qui, avant la réforme, était un peu masqué parce que ça se faisait par l'allongement de la durée de cotisation, requise. Surcote et décote ne tiennent absolument pas, cet âge de 64 ans ne tient pas compte des pénibilités ni de l'espérance de vie des différentes professions. C'est la logique du système par points. Donc ici, vous voyez, vous avez la différence d'espérance de vie à 35 ans. Vous voyez, il y a 7 ans d'écart entre les ouvriers et les cadres chez les hommes, 3 ans chez les femmes. Le niveau de retraite, le taux de cotisation, il est fixe. Donc il a été décidé que ça sera 28,12. 25,31 seront consacrés donneront des droits. Le 28,12, c'est le taux de cotisation moyen actuel dans le secteur privé, et avec une limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
alors qu'actuellement, la limite, c'est 8 fois. Donc il y a eu un choix extrêmement contestable, disant, ben, les gens qui sont entre les salaires entre 3 et 8 fois le plafond, on les éjecte de la sécurité sociale. Ils payeront une petite contribution de solidarité, 2,8, actuellement ils payent 2,4, ils n'auront aucun droit, mais en contrepartie, comme ils font des économies fabuleuses de cotisation, ils pourront les utiliser pour faire de la retraite par capitalisation. Donc le nouveau système, c'est un système à points. Donc 100 € de cotisation, ça donne droit à 10 points. La valeur du point, théoriquement, sera indexée sur la croissance du salaire moyen. Et il y aura un taux de rendement de 5,5% à 64 ans. Alors on fait tout le calcul. Donc 5,5, c'est remboursement des cotisations en 18 ans. Donc ce qui correspond à peu près à la durée de vie moyenne des retraités. Et on peut faire le calcul pour obtenir le taux de remplacement qui sera donc de 68% en net si vous partez à 64 ans et de 58% si vous partez à 62 ans. Donc quand on fait le calcul, on s'aperçoit que c'est nettement plus faible que les taux actuels. Pour la partie du salaire qui est en dessous du plafond, le taux de remplacement c'est actuellement 63% et il passerait donc à 58% pour un départ à 64 ans et 50% pour un départ à 62 ans. Donc vous voyez, le départ à 62 ans avec le nouveau système, c'est une perte énorme, 28% de retraite en moins et 6% de retraite en moins, puis 2 années de travail en plus. Donc le grand intérêt de la réforme, c'est que ça, immédiatement, l'âge de départ recule et les retraites diminuent. Et tout ça sous l'hypothèse que les 5,5% soient maintenus, ce qui n'est pas du tout évident, puisqu'il a été dit qu'en fait les 5,5%, ça dépendrait de la situation. C'est pas grave. Ça dépendrait de la situation ça dépendrait de la situation conjoncturelle. Donc, tout le monde y perd, mais la perte est plus forte et plus forte pour la partie du salaire qui est en dessous du plafond. Et en ce qui concerne les fonctionnaires actuellement une retraite 75% du dernier salaire hors prime. Et donc on peut faire un petit calcul disant les fonctionnaires qui actuellement ont 40% de prime, pour eux, ça ne joue pas. Mais par contre, ça joue très fortement pour les fonctionnaires qui n'ont que 5% de prime. Eux, ils ont une perte de 26% du montant de la retraite. Et c'est pour ça que les enseignants peuvent être vent debout contre la réforme, alors que les hauts fonctionnaires de Bercy qui ont 40% de prime, eux, n'ont aucune raison de s'inquiéter. Tout ça, voilà. Donc, pour faire passer la pilule, on dit qu'il y aura un minimum contributif qui sera de 85% du SMIC. Il faut savoir que ça figure dans la loi déjà en 2003. Donc en 2003, il a été dit qu'il y aura un minimum de 85% du SMIC qui actuellement n'est pas respecté. Et puis d'autre part, ce minimum ne sera donné qu'à 64 ans et si vous avez fait une carrière de 43 années et que d'autre part, ces 85% du SMIC ne seront assurés qu'au moment où vous partez à la retraite. Ensuite, votre prestation, elle suivra les prix et non pas le SMIC. Donc vous voyez par rapport comme c'est donné que à 64 ans, les gens qui partent à la retraite actuellement, ça ne leur changera pas leur situation. Les gens qui partent à 62 ans,
ils n'en bénéficieront pas, donc ils perdent 16%. Et pour dire que c'est un gain, il faut comparer quelqu'un qui part à 62 ans actuellement avec quelqu'un qui part à 64 ans dans le nouveau système. Ça, c'est la comparaison qui est dans les rapports. Donc on compare ces deux chiffres, mais si on compare cela ou cela, on n'obtient pas la même chose. Bon, c'est pas grave. Bon, comme vous savez, aucun dispositif lourd n'est prévu pour la pénibilité. Donc on n'en parle pas, on ne dit pas profession par profession, on regarde ce qui est pénible. Donc simplement, on dit on va généraliser les comptes professionnels de prévention, qui est un truc qui ne marche pas, qui est fictif, etc. Donc on oublie complètement la pénibilité. On va parler de ça. Ce qui est important, actuellement, il y a un certain nombre de régimes qui ont des réserves. Ces réserves, actuellement, c'est 155 milliards. Donc il y a un petit sujet amusant. Est-ce qu'on récupère ou non les réserves, sachant que ces professions se battent pour, évidemment, que ces réserves le restent, en particulier les pharmaciens, le personnel navigant, etc. Voilà. Un point... Bon, le risque du projet, c'est que dans la mesure où on écarte les salaires supérieurs à 10 000 euros, dans la mesure où on réduit la retraite des indépendants, ils sont tentés à faire de la capitalisation. Et donc ça fait partie des risques. Un point très important, c'est la question de la transition. Le gouvernement a été obligé de reculer, et donc il a dit que ça va s'appliquer uniquement aux personnes qui sont nées après 1975. Ce qui veut dire que très rapidement, donc normalement en 2025, les personnes qui sont nées entre 1975 vont rester dans les anciens régimes et les autres vont passer dans le nouveau régime. Et comme les autres vont passer dans le nouveau régime, leurs cotisations, elles vont aller dans la nouvelle caisse. Ce qui veut dire que les caisses existantes, à partir de 2025, elles vont perdre 40% de leur... Elles vont perdre 60% de leurs ressources, puisqu'elles n'auront pas les cotisations des personnes qui sont nées après 1975. Et donc il y a une période de transition extrêmement longue entre 2025 et 2037 dont personne ne sait comment elle sera gérée. Parce qu'il faut voir que les gens commenceront à toucher des pensions suivant le nouveau régime en 2037. Et que va-t-il se passer d'ici 2037? On ne sait pas. Puisque tout le monde, d'ici 2037, on sera une situation tout à fait saugrenue, parce que tout le monde va continuer à toucher des pensions suivant l'ancien système, et personne ne va toucher suivant le nouveau système, alors qu'une partie importante des gens vont cotiser suivant le nouveau système. Et donc le système va devenir complètement ingérable. La GIR, Carco, les caisses professionnelles, comment voulez-vous le gérer, alors que foncièrement ce sera en déséquilibre. Et donc il y a un mystère qui jusqu'à présent n'a pas été éclairci. Autre mystère, jusqu'à présent l'État et les collectivités locales payent des taux de cotisation beaucoup plus élevés. S'ils ne payent plus que des taux de cotisation normales, au total, le régime de retraite perd 41 milliards. L'État, collectivités locales, plus la disparition des cotisations au-delà de 3 plafonds. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment vont être compensées cette perte de 40 milliards? Personne ne sait. L'alternative, si on veut maintenir le système,
il faut faire passer le poids des retraites dans le PIB de 14 à 16% en 2050. C'est 2 points de plus. Et donc c'est un choix. 2 points de plus, ça veut dire qu'il va falloir augmenter les cotisations. Chaque année, on peut augmenter les cotisations de 0,2 points. C'est-à-dire que les gens qui ont 1% de hausse de pouvoir d'achat, on leur donne que 0,8 et on donne 0,2 aux retraités. C'est un choix, c'est jouable. Donc l'alternative qu'on a, si on peut dire, c'est soit on maintient un système actuel, on essaye de faire converger les régimes parce qu'il y a des disparités qui sont inacceptables, on accepte d'augmenter un peu la part des retraités dans le PIB, soit on a le système qui est proposé, qui a les particularités qu'il est entièrement étatisé, hein, les syndicats n'ont plus leur mot à dire, il détruit toutes les solidarités professionnelles, et puis surtout il détruit les solidarités entre générations, puisque pendant une vingtaine d'années, ceux qui payeront les cotisations payeront à des caisses dont ils ne bénéficieront jamais. Ça fait partie des dangers du projet. Voilà.